C'était la plus grande attaque mécanisée de la Russie cet automne. Le 27 octobre 2025 environ, 29 véhicules blindés ont lancé une offensive vers les villages ukrainiens de Chakova et Volodymyrivka, dans ce que Moscou espérait être une opération décisive. Depuis la ville stratégique de Dobropilia, dans l'oblast de Donetsk, les forces russes ont attaqué les deux villages pendant plus de 6 heures. Au lieu d'une victoire difficile, cet effort est devenu un symbole du déclin de l'efficacité militaire russe et de son désespoir stratégique. Voici comment la plus grande offensive russe de l'automne s'est muée en 6 heures d'enfer total, sans aucun résultat. L'assaut a débuté tôt le matin, les planificateurs russes, utilisant le brouillard et le sol détrempé pour entraver les drones ukrainiens et limiter la détection aérienne. Les commandants russes, ont déployé de petits groupes de 4 ou 5 véhicules, avançant chacun à des horaires différents selon un schéma inhabituel. Avant, selon certains commandants ukrainiens, la Russie utilisait cette tactique seulement pour l'infanterie, pas lors d'offensives mécanisées avec véhicules. Apparemment, la Russie avait décidé d'essayer quelque chose de nouveau et de plus adaptatif dans ses offensives, adapté à une attaque relativement importante. Mais les défenseurs ukrainiens étaient prêts. Le premier corps de la garde nationale Azov, aux côtés des 33e et 93e brigades mécanisées séparées de l'armée, s'était préparé de manière intensive à des assauts dans toute la zone, notamment pour élargir l'usage des véhicules comme force de première ligne, des obstacles d'ingénierie prépositionnés, des champs de mines soigneusement placés et des zones de contrôle de tir coordonnées, ont transformé le champ de bataille en un test pour les blindés russes. L'artillerie et les opérateurs de drones ukrainiens ont parfaitement coopéré pour détruire chaque véhicule, alors que les Russes tentaient de franchir les lignes défensives. Les résultats ont été catastrophiques pour Moscou. Après plus de 6 heures de combats soutenus, aucune unité russe n'a atteint son objectif. Les forces ukrainiennes ont repoussé l'ensemble de l'assaut, infligeant à une armée déjà en train de perdre du personnel et du matériel, à un rythme insoutenable, certaines des pertes quotidiennes les plus importantes. Les 29 blindés russes de l'automne ont été détruits, endommagés ou contraints de battre en retraite avec leur infanterie, pourchassés par les drones vus à la première personne et bombardiers ukrainiens lors de la tentative d'installation de positions dans les forêts proches des villages ciblés. Azov et la 33e brigade mécanisée ont diffusé sur Telegram des vidéos montrant des drones détruisant méthodiquement les positions russes. Certaines des séquences montrent clairement les traces russes à travers les champs boueux, entourés par des drones ukrainiens. À de nombreux moments, les images des drones s'interrompent brusquement, ce qui indique une détonation réussie qui endommage le char et projette des éclats dans la zone environnante. La majorité des véhicules sont des soutiens à l'infanterie, pas des chars. Cela suggère que la Russie manque progressivement de chars de combat, sa principale force d'invasion lors de la guerre. Cette offensive n'était pas un incident isolé, mais simplement un autre indicateur montrant que la Russie semble perdre tout élan au cours de l'année. Seulement 2 semaines plus tôt, le 13 octobre, les forces russes avaient tenté une attaque similaire dans la même zone, perdant 9 véhicules de combat d'infanterie, 4 véhicules de transport de troupes, blindés 3 chars et 3 motos. Le retour de la Russie sur le même champ de bataille, avec des tactiques à peine modifiées, montre bien la rigidité de sa planification militaire et les contraintes sévères qui limitent désormais leurs capacités opérationnelles. L'approche d'infiltration par petites unités, différente des assauts massifs de blindés, a mis en lumière des faiblesses majeures dans les opérations interarmes russes. Les forces russes ont accru leur déploiement de chars, marquant un retour à la guerre blindée, après des mois d'assauts d'infanterie coûteux. Les véhicules étaient équipés de filets anti-drones, des blindages en cage soudés sur les chars et véhicules d'infanterie pour tenter de contrer la supériorité des drones ukrainiens. Bien que les filets ou cages anti-drones réduisent un peu la vulnérabilité des chars face aux attaques aériennes, ils restent inefficaces contre les équipes ukrainiennes de drones chasseurs-tueurs, dont les tactiques se sont perfectionnées, après 3 ans et demi de combat. Le plan russe consistait à avancer en petits groupes le long de plusieurs itinéraires, afin de diviser les défenses ukrainiennes et de permettre aux forces suivantes d'exploiter toute percée. En théorie, cette approche était logique, évitant une seule cible pour l'artillerie et les drones ukrainiens. Les commandants russes espéraient que des attaques simultanées venant de différentes directions submergeraient les défenseurs et créeraient de la confusion. En réalité, les forces ukrainiennes ont montré pourquoi cette tactique était vouée à l'échec. La 33e brigade mécanisée indépendante a signalé qu'elle avait identifié au moins 6 véhicules russes s'approchant de Volodymyrivka dans la matinée, ce qui représentait plus de 20% de la force d'invasion. Grâce à la surveillance optique
et à la reconnaissance par drone. Les forces ukrainiennes suivaient presque tous les mouvements russes dès leur départ des zones de déploiement. Et lorsque ces mêmes véhicules russes ont tenté de déposer de l'infanterie dans les bandes forestières à la périphérie du village, ils ont été immédiatement pris pour cible par des tirs d'artillerie coordonnés, ainsi que par des frappes de drones. Cette tactique a prolongé les pertes entamées fin août, quand l'Ukraine a lancé sa contre-offensive et repris plus d'une douzaine de villages dans la région. Pour limiter les pertes, les forces russes utilisaient des tactiques d'infiltration de petites unités. Certains auraient réussi à pénétrer dans les limites de la ville de Pokrovsk, qui est considérée comme une cible cruciale dans la région. Le passage de la Russie à des tactiques mécanisées de petites unités engendre toutefois de nouveaux problèmes, comme le montre cette attaque. Bien que le déploiement de petites unités puisse les rendre moins vulnérables aux frappes d'artillerie massive, cela signifie également que chaque groupe manquait de la puissance de combat nécessaire pour submerger des positions défensives préparées. Les défenseurs ukrainiens ont repoussé chaque attaque séparément, transformant la pression simultanée prévue en engagements isolés. Et dans ces nouvelles conditions, l'Ukraine pouvait choisir ses cibles. Alors que les soldats russes étaient encore occupés à chercher des positions avantageuses au milieu de champs ou de forêts à découvert, sous surveillance constante. Mais il y a aussi un gros problème à considérer. L'attaque impliquait 29 véhicules et était jugée comme une force importante selon les normes de 2025. Celle-ci, étant la plus grande offensive de la saison, en dit long sur la chute des capacités russes. L'offensive russe de l'été 2024 près de Pokrovsk comptait généralement 2 assauts, 98 véhicules engagés du 12 au 19 septembre, appuyés par une forte préparation d'artillerie et un soutien aérien important. Un rapport, relayé par Times Radio, faisait état de perdre de plus de 100 véhicules par semaine dans la région, un an auparavant. Quand 29 véhicules suffisent à qualifier une opération de majeure et que cette force modeste n'obtient presque aucun résultat, on peut affirmer que la Russie s'essouffle. L'assaut a également mis en évidence l'incapacité persistante de la Russie à intégrer efficacement la puissance aérienne avec les opérations terrestres. Bien que la Russie soit censée dominer dans les airs, les Ukrainiens ont constaté peu de soutien aérien aux forces attaquantes. Les avions à voilure fixe russes sont restés en grande partie absents du champ de bataille, limités par le réseau de défense aérienne en couche de l'Ukraine, et les pertes catastrophiques subies par les forces aériennes russes au cours des 3 ans et demi de combat. Les attaques à la bombe planante, responsables de destructions majeures en 2024 et encore améliorées en août, étaient cette fois absentes. Cela suggère des pénuries de munitions, des problèmes de lancement, ou la reconnaissance des défenses aériennes ukrainiennes près de Dobropilia était devenue trop redoutable pour risquer des avions précieux. L'Ukraine, quant à elle, a attiré les forces russes dans des zones de destruction préalablement planifiées. Les champs de mines ont contraint les véhicules russes à passer par des couloirs étroits, devenant ainsi des cibles faciles pour les missiles anti-chars et les drones vus à la première personne. Les tirs d'artillerie étaient coordonnés pour empêcher les forces russes de se regrouper ou d'établir des positions de soutien. Quand l'infanterie russe quittait ses véhicules, les opérateurs de drones ukrainiens profitaient de ces instants pour attaquer, ciblant individus et groupes dans les forêts, avec des drones bombardiers et vus à la première personne. Le résultat fut une défense parfaite. Aucune unité russe n'a réussi à établir une tête de pont, ni à Chikova, ni à Volodymyrivka. L'assaut s'est soldé par une percée sans gain territorial ni avantage opérationnel, malgré de lourdes pertes humaines et matérielles. Bien sûr, il est peu probable que ce soit la dernière attaque dans la région, et la fréquence de ces stratégies inefficaces pourrait augmenter à l'approche de la fin de 2025. La Russie persiste à engager des forces dans ce secteur malgré de nombreux échecs. Pokrovsk est devenu un centre stratégique clé de la défense ukrainienne, unifiant les efforts nationaux dans la région. Sa chute représenterait une catastrophe stratégique qui pourrait changer le cours de la guerre, ce que les Russes espèrent précisément. Pokrovsk est situé à l'intersection de routes d'approvisionnement majeures et possède l'un des nœuds d'eau ferroviaires clés de l'est de l'Ukraine. Chaque position défensive ukrainienne sur une vaste portion de l'oblast de Donetsk dépend des approvisionnements qui transitent par Pokrovsk, réseau de transport. Les munitions, carburants, renforts, fournitures médicales, nourriture et tout ce qui permet aux forces ukrainiennes de combattre à l'est transitent par ce nœud logistique clé. Si la Russie venait à s'emparer de Pokrovsk, cela pourrait ouvrir tout le front de Donetsk. Si la ville tombait aux Russes, les troupes ukrainiennes à l'est auraient sans doute du mal à faire face à de graves pénuries de ravitaillement.
La capacité de l'Ukraine à renforcer rapidement les zones menacées par les réseaux routiers et ferroviaires serait perdue, coupant ainsi tout soutien. Ainsi, les forces ukrainiennes pourraient devoir se replier en combattant, laissant des positions fortifiées conquises difficilement par la Russie. L'Ukraine devrait établir une nouvelle ligne défensive à l'ouest, abandonnant ainsi des centaines de kilomètres carrés, non pas à cause des attaques ennemies, mais en raison de leur incapacité à se réapprovisionner. Mais il y a plus en jeu que la simple logistique militaire. La capture de Pokrov rapprocherait Vladimir Poutine de son objectif d'occuper tout l'oblast de Donetsk. Depuis le début de l'invasion, Moscou affirme vouloir libérer l'Ukraine des influences occidentales et du fascisme. Lorsque l'objectif initial, à savoir l'ensemble de l'Ukraine, n'a pas pu être atteint, la région du Donbass a été considérée comme un plan de repli approprié. La région a été choisie en raison de la forte concentration d'Ukrainiens russophones, malgré l'oxymore, que la propagande russe a présenté comme devant être libérée de la tyrannie ukrainienne. Par conséquent, les plans russes se sont tournés vers le contrôle de l'ensemble des frontières administratives de Donetsk et de Louhansk. La Russie contrôle seulement une partie de Donetsk, et chaque carte montrant une occupation incomplète rappelle quotidiennement à Poutine que son opération militaire spéciale n'a même pas atteint ses objectifs les plus fondamentaux annoncés. Cela exerce une forte pression politique sur la direction russe. Poutine a mis en jeu la légitimité de son régime avec la victoire en Ukraine. Il lui faut désespérément un succès à présenter au peuple russe. Le contrôle total de Donetsk permettrait qu'aux propagandistes russes d'affirmer que la Russie a atteint ses objectifs de dénazification et démilitarisation du Donbass. Quel que soit le prix catastrophique payé, la dimension économique est tout aussi importante. Malgré la guerre, l'oblast de Donetsk conserve une précieuse infrastructure industrielle, des terres agricoles et des ressources minérales. La région a historiquement produit du charbon, de l'acier et des produits chimiques qui étaient essentiels à l'économie ukrainienne. Malgré la destruction d'une grande partie de l'infrastructure, le contrôle du territoire offrirait à la Russie l'accès aux restes et la possibilité de reconstruire. Surtout, priver l'Ukraine de ses ressources sert la stratégie russe d'affaiblir son économie et sa viabilité comme État indépendant. Un calcul géopolitique intervient aussi, car les planificateurs militaires russes savent que le temps ne joue pas pour eux. Chaque mois où la guerre se poursuit est un mois supplémentaire de déclin économique pour la Russie, un mois de plus de pertes humaines qui ne peuvent pas être facilement remplacées. Un mois supplémentaire pour l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, afin de trouver de nouvelles armes ou obtenir des dons de l'OTAN, désormais plus confiante. La direction militaire russe pense qu'en prenant Pokrovski et en finissant d'occuper Donetsk avant l'épuisement de leurs capacités offensives, ils pourraient obliger l'Ukraine à négocier en position de force. Cela se confirme car la plupart des propositions de Donald Trump sur la création d'un conflit gelé concernent les lignes de front actuelles, sans exiger de réparation, ni le retrait de la Russie. En obtenant le contrôle total de la partie occupée de Donetsk grâce à un accord de cessez-le-feu ratifié par l'OTAN, Vladimir Poutine pourrait même potentiellement revendiquer la victoire, préserver les gains territoriaux contestés et éviter les conséquences internes d'une économie en déclin et d'une perte de confiance gouvernementale. C'est pourquoi la Russie attaque encore le corridor Pokrovsk-Dobropilia malgré de lourdes pertes. Du point de vue du Kremlin, il n'existe aucune alternative acceptable à la poursuite des attaques. Renoncer à l'offensive reviendrait à admettre que la Russie ne peut même pas atteindre ses objectifs territoriaux réduits. Les commandants russes savent probablement que les attaques échoueront et qu'ils perdront la plupart des unités et du matériel, ou être forcés de battre en retraite, boitant et saignant, au sens figuré ou littéral, jusqu'à ce qu'ils puissent lancer une nouvelle plus grande offensive d'automne. Quelques semaines plus tard, ils savent aussi que Poutine veut des progrès. La direction politique s'attend à ce que Donetsk tombe, et que l'absence de progrès, même minime, pourrait avoir des conséquences fatales, ou mettre fin à la carrière des officiers militaires russes. Les défenseurs ukrainiens savent précisément pourquoi ils se battent. Pokrovsk est un terrain parfait pour la défense avec drones et artillerie, principalement constitué de champs ouverts et de terres agricoles, sans espace pour fortification ou cachette. C'est encore plus avantageux en automne qu'au printemps, quand la pluie ou la neige fondue rendent le terrain boueux et ralentissent l'infanterie et les véhicules. Les postes militaires à Dobropilia permettent aux deux localités de se protéger mutuellement à distance. L'infrastructure routière et ferroviaire assure un ravitaillement régulier depuis le reste du pays. Le terrain est adapté à l'infanterie mécanisée, mais des goulets près de la ville créent des conditions similaires, comme montré sur les cartes quotidiennes. Pokrovsk est encerclé sur 3 côtés, mais peu d'offensives se sont approchées à moins de quelques kilomètres de la ville.
Le contrôle total de l'Ukraine sur le nord-ouest freine nettement l'élan russe. Tant que la ville elle-même tient, l'Ukraine peut garder les forces russes entrantes sous contrôle. Parce qu'aussitôt que les Russes entreront et captureront entièrement la ville, ces mêmes conditions rendront une contre-offensive ukrainienne beaucoup plus difficile à mener. L'augmentation de l'utilisation des chars russes dans cette opération représente un changement tactique potentiellement significatif, cependant, qui pourrait poser des problèmes aux deux camps du conflit. Du 20 au 25 octobre, les forces russes ont lancé 41 assauts, appuyés par des blindés sur toute la ligne de front, concentrant leurs attaques de chars autour de Pokrovsk. Cela marque un changement par rapport aux vagues d'infanterie qui dominaient les opérations russes en 2025, bien qu'elles aient porté leurs fruits en juin et juillet. Le passage à des opérations mécanisées peut d'abord suggérer que les forces russes reviennent à des tactiques d'armes combinées plus classiques. Souvenez-vous, même si la Russie a perdu beaucoup de chars et d'hommes, elle dispose probablement encore de nombreux véhicules en réserve et peut puiser dans un vivier de recrues, bien plus important que l'Ukraine. Mais ces deux options demandent du temps, de l'argent, des efforts, et exposeraient à l'ampleur des pertes au public russe, ce que la Russie ne veut ou ne peut faire. En réalité, il s'agit probablement de l'une des dernières tentatives pour obtenir des gains territoriaux significatifs avant que les capacités offensives russes ne s'effondrent complètement, ou les conditions hivernales empêchent les opérations à grande échelle. Cette offensive s'explique notamment par le grand nombre de chars déployés par la Russie en première ligne. La Russie pourrait théoriquement produire environ 300 chars T-90M, ces modèles les plus avancés. Un rapport du renseignement sur les conflits indique que la Russie a épuisé les anciens châssis de T-90A, ensuite modernisés au standard T-90M, et que la plupart des chars actuellement en construction étaient fabriqués sur mesure avec de nouvelles pièces et technologies. Janes, source de renseignements sur la défense, note que les chars T-90 et T-80 sont désormais bien plus présents sur le champ de bataille qu'en 2022. En 2022, seules 3 unités utilisaient le char T-80 contre 23 aujourd'hui, selon les données visuelles. Il y a 3 ans, seules 2 unités avaient le T-90 contre 20 aujourd'hui. Malgré une adoption plus large, la Russie hésite encore à déployer des chars sur le champ de bataille. En réalité, la majorité des véhicules employés lors des récentes offensives sont des véhicules de soutien d'infanterie, et non des chars de combat principaux, avec un armement offensif moindre. De l'autre côté, lorsque l'Ukraine semble utiliser ces chars, elle emploie des T-72 ou même des pièces de musée obsolètes pour fournir une couverture, et encaisser les frappes d'artillerie pour donner aux unités d'infanterie le temps de frapper. Cela découle du fait que la production n'arrive pas à suivre la demande. Même en augmentant la production à plus de 1000 chars par an d'ici 2029, la Russie ne compense pas ses pertes. Selon Oryx, il a été confirmé que la Russie a perdu un peu plus de 4200 chars en 44 mois, ce qui lui donne un taux de perte de chars de plus de 1130 par an. Les chiffres de production ne peuvent tout simplement pas couvrir les pertes. Mais la Russie dispose encore de nombreux chars qui sont entreposés ou en cours de réparation pour être prêts à aller au front. La question est de savoir si la Russie choisira les gains immédiats ou la récupération du matériel à long terme. Les commandants russes ont sans doute compris que leur tactique d'infanterie ne suffisait plus à maintenir l'élan ou à satisfaire la propagande. Ainsi, l'utilisation des chars à plus grande échelle sera probablement présentée comme un effort renouvelé pour obtenir des victoires cruciales sur le champ de bataille. Si la Russie consacre plus de ressources d'infanterie mécanisée à Pokrovsk, elle pourrait submerger les défenses ukrainiennes. De plus, le modèle réel du char ou du véhicule de soutien d'infanterie ne semble pas faire beaucoup de différence. Face aux essaims de drones, aux mines et aux tactiques ukrainiennes détournant les offensives vers des goulets d'étranglement, les blindés deviennent un obstacle plutôt qu'une solution. La Russie pourrait utiliser ses anciens chars pour un avantage temporaire, mais une interprétation plus sombre existe aussi. L'utilisation renforcée des blindés lors de la possible dernière offensive majeure russe en 2025 suggère que les dirigeants russes réalisent que leur temps pour agir offensivement se réduit vite. Les indicateurs montrent que l'armée russe atteint un point critique. Malgré son engagement, la Russie a arrêté la production du T-14 Armata, et il est probable qu'elle n'ait plus beaucoup d'anciens chars à envoyer à moindre coût. Les exportations militaires russes ont fortement chuté, privant le complexe militaro-industriel de revenus et en faisant une lourde charge pour les contribuables.
Cela survient alors que la Russie a dû réduire son budget militaire pour la première fois depuis des années, et d'augmenter à la fois les impôts sur le revenu et les impôts sur les sociétés, ce qui suggère une économie qui est lentement privée de ses ressources. Si les dirigeants russes admettent cette réalité, ce que de nombreux indices montrent, les offensives actuelles prennent un autre sens. Cette attaque s'inscrit dans une course pour capturer un maximum de territoire avant que les capacités offensives russes ne se dégradent au point de rendre de nouvelles attaques impossibles. Les commandants russes pourraient suivre un calendrier leur donnant jusqu'à fin 2025, voire début 2026, pour sécuriser des gains territoriaux servant de levier de négociation. Pour l'Ukraine, ces évolutions offrent des opportunités et des risques. L'opportunité réside dans la reconnaissance que la dernière poussée désespérée de la Russie, si c'est bien ce que cela représente, peut être vaincue. Les forces ukrainiennes ont montré à plusieurs reprises qu'elles pouvaient repousser les assauts russes, même les plus importants, lorsqu'elles sont correctement soutenues et approvisionnées. Si la Russie dépense effectivement ses dernières courtes réserves de puissance offensive dans la poursuite de Pokrovsk et l'achèvement de l'occupation de Donetsk, alors vaincre ces attaques, met potentiellement fin à la capacité de la Russie de mener toute opération offensive significative. La guerre entre dans une nouvelle phase où l'Ukraine prend l'initiative, mais le risque reste que la Russie réussisse. La Russie perd beaucoup de ressources, tout comme l'Ukraine, qui subit une crise de main-d'œuvre similaire, voire pire. L'Ukraine a encore besoin du soutien militaire occidental, surtout en artillerie, munitions, défense aérienne et armes longue portée pour cibler la logistique et les rassemblements russes. Sans ces fournitures, même une armée russe plus faible pourrait percer les défenses ukrainiennes par persévérance. Si la Russie décidait de tout risquer, elle pourrait mobiliser toutes ses forces militaires, voire utiliser de petites ogives nucléaires. Une attaque plus large, ou l'utilisation d'une ogive tactique, pourrait obliger l'Ukraine à renoncer à défendre le Donbass, ce qui signifie que les prochains mois seront essentiels pour l'issue de la guerre. Il faut voir si l'Ukraine pourra garder l'élan contre les attaques russes. Si c'est le cas, les problèmes internes de la Russie pourraient mettre fin à la guerre, sans cessez-le-feu ni accord de paix. Le pays s'effondrera de lui-même. Merci d'avoir regardé. Pour savoir pourquoi la Russie n'a pas gagné la guerre au début et doit prendre ses mesures, regardez cette vidéo. Et si vous voulez rester informé des actualités quotidiennes sur la guerre et la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.